Numéro 33. Il est 1 heure du matin dans une région rurale de l'Indiana, dans un appartement au-dessus d'un garage qui était autrefois une église. Un jeune homme se rend à la lisière du bois avec son chien, comme la plupart des nuits. Mais ce soir, le chien s'arrête de marcher. Le bâtiment a une histoire. Avant que le père de son ami n'emménage, c'était une église. Une aile était la chapelle, l'autre abritait les logements. Sa propre mère dit que des exorcismes y étaient pratiqués et qu'elle a vu une fois les portes des logements s'ouvrir brusquement et quelque chose descendre bruyamment les escaliers. Dans le sous-sol en béton inutilisé, il y a une petite pièce sans fonction évidente, plus grande qu'un placard, mais plus petite qu'une chambre. Et peint au milieu du mur, il y a un symbole étrange. Ils font des recherches à son sujet. Ils découvrent qu'il s'agit d'un démon associé à la capture des âmes des enfants. Il est donc 1 heure du matin, ses colocataires dorment et il sort fumer et regarder la lune. Il prend le chien avec lui. C'est une pitbull, bien dressée, et elle reste près de lui sans laisse. Elle fait régulièrement fuir des meutes de coyotes. Alors qu'il approche de la lisière des arbres, elle s'arrête de marcher. Elle commence à gémir. Elle ne le suivra pas. Il lui dit de venir, mais elle refuse. Alors il la ramène à l'intérieur et la pose sur son lit. Et maintenant, elle tremble. Et puis il ressort quand même. Il marche de nouveau vers la forêt quand il remarque quelque chose bouger à côté de lui, juste à côté de lui, à la limite de sa vision. Il continue d'avancer. Et puis, quelque chose dans sa tête lui dit « Tu n'as pas imaginé ça ?» Alors il se retourne et regarde. Il y a une silhouette blanche près de lui, à peu près à la hauteur de sa taille. Elle porte une robe. Et puis quelque chose lui chuchote à l'oreille. Il a couru. Sur le chemin du retour cette nuit-là, il a vu une grande silhouette traverser le terrain sur 2 jambes et il l'a entendu derrière lui jusqu'à la porte. Alors qu'est-ce qui marchait à côté de lui? Commence par la partie qu'il nous raconte lui-même et que personne d'autre ne remarque. Avec la réputation de l'immeuble, on lui a dit qu'il était à tous les égards qui comptent, prédisposé, mais cela n'explique pas le chien car Chérie n'est pas prédisposée et n'est pas au courant de la réputation de l'immeuble. Elle n'avait rien cherché sur Google. Elle affrontait régulièrement des coyotes. Et cette nuit-là, elle s'est arrêtée, a gémi, a refusé d'avancer, puis elle s'est assise en tremblant sur son lit. Il croyait ce qu'il voyait de ses propres yeux, mais il avait déjà cessé de se fier à son chien. Au lieu de cela, il s'est convaincu qu'il avait imaginé la chose, parce que c'est ce que la plupart des gens feraient dans une situation similaire. Ce à quoi il revient sans cesse, c'est que son chien savait avant lui et qu'il l'a rentré à l'intérieur pour pouvoir ressortir seul. Numéro 32. C'est un long trajet jusqu'à une maison au Kansas. En chemin, une jeune femme explique les règles sur ce qui peut être vu là-bas. Son ami qui conduit n'en croit pas un mot. C'est un sceptique, il l'était en tout cas. Voici ce qui l'a fait changer d'avis. Ils arrivent à la maison épuisés. La grand-mère le conduit jusqu'à une chambre au fond, puis, la main sur la porte, elle dit qu'il ne devrait peut-être pas rester dans cette chambre. Et elle l'emmène dans une autre chambre. C'est étrange, mais il est trop fatigué pour s'en soucier. La deuxième nuit, vers 23 heures, son ami s'endort sur le canapé de la chambre qu'on lui avait donnée. Il peut la voir allongée là. Il s'endort doucement. Il se réveille en voyant un vieil homme gris dans l'embrasure de sa porte. L'homme lui tourne le dos. Il ressemble au grand-père, mais ce n'est pas le grand-père. Il décide de se lever pour lui faire face. Et quelque chose le repousse violemment sur le lit. Il réessaie et la même chose se produit. Et chaque fois, une voix répète la même instruction, scelle la porte. Puis il reprend connaissance. Il est 3 heures du matin. La pièce est normale. Il n'y a pas d'homme gris. Son ami dort sur le canapé. C'était un rêve. Évidemment, c'était un rêve. Il se lève et fait les 100 pas dans la pièce, essayant de comprendre ce qu'il ressent à ce sujet. Et puis il regarde son ami. Ses yeux sont ouverts et elle prononce 3 mots. Tu l'as vu? Il passe les 4 heures suivantes sur le parking d'un Walmart, en comparant ce qu'elle avait vu dans cette maison pendant toute son enfance avec ce qu'il a vu il y a 1 heure. Et quand ils finissent par revenir et raconter ça aux grands-parents, personne n'est surpris. Ils expliquent qu'une bénédiction est prononcée chaque soir au-dessus des portes avant le coucher, mais que l'arrivée des invités et l'agitation ont perturbé cette tradition. Cela leur avait échappé. Qui se tenait donc à cette porte, observant une femme dormir? La grand-mère s'arrêta devant une porte de chambre, a changé d'avis
et a fait sortir son invité sans jamais dire pourquoi. Les grands-parents ont un rituel nocturne pour leur porte. Ils ne l'ont pas inventé après coup et ils se sont même excusés de l'avoir oublié. Et une femme endormie dans la pièce voisine s'est réveillée et a prononcé 3 mots qui n'ont de sens que si elle savait déjà. La réponse ordinaire, c'est la paralysie du sommeil. Cela explique le fait de se réveiller sans pouvoir bouger. Cela explique la silhouette dans l'embrasure de la porte, ainsi que la voix. Là où ça s'arrête, c'est le canapé. La paralysie du sommeil ne se produit que dans une seule tête, pas deux. Elle ne met pas des mots dans la bouche d'une femme qui dort dans une autre pièce. Et sceller une porte n'est pas une excentricité du Kansas, du sel sur le seuil d'une porte, un fer à cheval au-dessus de l'encadrement de la porte, du sang sur le montant de la porte dans l'Exode. Les gens font cela depuis qu'il y a des portes. Il a conduit jusqu'à un Walmart à 3 heures du matin plutôt que de passer 1 heure de plus dans cette maison. Quand il est revenu et a tout raconté aux grands-parents, personne ne l'a contredit et personne n'a été surpris. Et ils se sont même excusés. Il dit que l'expérience était indiscernable de la réalité et qu'il n'a jamais compris ce que cela était censé signifier. Numéro 31. Il est tard dans la nuit au parc national de Joshua Tree. Le groupe monte donc en voiture environ 1 fois par semaine avec bière, clopes et mixtape, puis sillonne les routes du parc tard dans la nuit. Il dit qu'on ne peut pas trop insister sur le fait que c'est désert là-bas. Pas de circulation, pas de lumière, rien d'autre que la route. Au début du trajet, ils le voient, une lumière bleue à plusieurs kilomètres devant eux. Ils pensent que ce sont des travaux routiers. Un panneau laissé debout pendant la nuit. Il dit qu'ils devront ralentir en arrivant à ce panneau. Ils s'arrêtent à un endroit qu'ils aiment particulièrement. Ils escaladent des rochers pendant 45 minutes, ils boivent et ils plaisantent. Puis ils remontent dans la voiture. La lumière n'a pas bougé. Cela fait plus d'1 heure. Et pourquoi, pense-t-il, un panneau de signalisation serait-il bleu? À mesure qu'il s'approche, il ralentit puis il ralentit encore plus. Ce n'est pas une voiture. Debout au bord de la route, face à eux, se tient un homme, pâle, avec une barbe blanche. Il porte de vieux vêtements de mineur sale, un casque de mineur, et il porte une pioche, et la lumière bleue émane de lui. Son visage est complètement inexpressif, et il les regarde tous directement. Ils accélèrent rapidement, et lorsqu'il passe, il tourne la tête pour suivre la voiture. Sa lumière reste visible derrière eux, leur faisant face. Pendant tout le trajet, il regarde l'heure. Il est presque exactement 1 heure du matin. Il n'y avait aucun véhicule, aucun cheval, aucun moyen pour un homme d'arriver jusque-là et aucune raison pour qu'il se tienne sur cette route. D'après leurs calculs, il leur faisait face sans bouger depuis au moins 1 heure et demie. Et pendant tout ce temps, la lumière n'a jamais vacillé. Pas comme elle l'aurait fait si un homme avait baissé les yeux vers ses pieds ou tourné la tête. Alors, qu'est-ce qui se tenait sur cette route? Ces apparitions ne durent en général qu'1 à 2 secondes. Celle-ci a été observée pendant 1 heure par des gens dans une voiture. Aucun d'entre eux n'avait la moindre idée qu'ils regardaient une personne. La question n'est donc pas de savoir s'ils ont vu un homme. La question est de savoir ce qui produisait une lumière bleue fixe au même endroit pendant 90 minutes sur une route sans électricité ni véhicule. Et cette lumière ne se comportait pas comme une lumière tenue par un homme. Elle n'a jamais oscillé, elle ne s'est jamais abaissée. Elle n'a jamais vacillé comme une lampe vacille quand l'homme qui la porte regarde le sol. Pendant 1 heure et demie, elle pointait dans une seule direction. La nuit, le désert est l'endroit idéal pour se tromper sur une lumière, car il n'y a ni repère ni échelle. Et cette voiture était pleine de jeunes hommes, 1 heure après le début d'une nuit de beuverie, qui avaient passé tout le trajet vers l'homme à spéculer, ce qui ne laisse qu'une seule chose. Ils sont passés devant et la tête s'est tournée. Ils ne se sont pas arrêtés. Il y pense depuis 14 ans. Il dit que s'arrêter aurait pu être la chose la plus effrayante qui lui soit jamais arrivée et qu'il donnerait beaucoup pour l'avoir fait quand même, parce qu'au moins il saurait. À la place, il a une horloge indiquant 1 heure du matin et une lumière qui ne l'a jamais quitté des yeux. Numéro 30. Il est tard et un adolescent est seul à la maison. Il garde sa cousine de 7 ans et elle est allée se coucher il y a des heures. Puis du coin de l'œil,
Quelqu'un de petit descend le couloir et entre dans la cuisine, mais le seul enfant dans cette maison est censé être au lit. Voici ce qui s'est passé. Un adolescent passe un été chez sa tante et son oncle à garder leur fille de 7 ans pendant que les parents travaillent. Une nuit, la maison est silencieuse et l'utilisateur de Reddit veille tard dans le salon avec la télévision allumée. Le salon donne directement sur la cuisine, avec rien entre eux sauf un comptoir en forme de L. À ce moment, il voit la petite fille sortir de sa chambre, descendre le couloir et entrer dans la cuisine. Il est bien après son heure de coucher. Il lui demande de faire demi-tour et d'aller se recoucher. Il n'y a pas de réponse. Il se lève et passe derrière le comptoir pour entrer dans la cuisine. Il n'y a personne. Il s'accroupisse et vérifie dessous au cas où elle s'y cacherait. Rien. La fille ne pouvait aller nulle part ailleurs. Ils vont jusqu'à sa chambre par le couloir. Elle est au lit, profondément endormie, en train de ronfler. Elle n'a jamais quitté son lit, ce qui reste inexplicable pour l'utilisateur de Reddit. Si ce n'était pas leur cousine, qu'est-ce la petite fille entrée dans la cuisine? Des années plus tard, ils parlent avec leur tante lorsqu'elle mentionne, comme si de rien n'était, qu'il y a un fantôme dans la maison. L'utilisateur de Reddit rit. La tante ne rit pas. Elle affirme que son mari et elle ont vu et entendu la fille. Quelle glousse! C'est comme ça qu'il l'avait surnommée, la glousseuse, et qu'elle a tendance à apparaître brièvement dans le couloir avant de disparaître. L'utilisateur de Reddit demande à quoi elle ressemble. Cheveux blonds et tresses, dit la tante, et une robe blanche. Leur cousine est blonde. Et cette nuit-là, des années auparavant, l'adolescent avait vu une petite fille en chemise de nuit descendre exactement ce couloir. Qui était la fillette dans la cuisine? Commençons par la réponse la plus ordinaire, parce qu'il y en a une bonne. Il est tard, l'adolescent est fatigué, la télévision est allumée et on aperçoit quelque chose du coin de l'œil. Dans ces conditions, le cerveau arrête de vous montrer ce qui est là et montre ce à quoi il s'attend. Un enfant vit dans cette maison. Un enfant parcourt ce couloir chaque nuit. Une silhouette apparaît à la limite du champ de vision et l'esprit propose l'image la plus familière, la cousine en chemise de nuit, prenant comme toujours la même direction. Ce que cette réponse n'explique pas, c'est le reste. L'adolescente n'était pas la seule. Des années plus tard, sans rien à gagner, la tante décrit la même fille dans ce même couloir et dit que son mari l'a vue aussi. Blonde, en robe blanche, un simple coup d'œil quand on est fatigué, ça s'explique facilement. 3 personnes voient la même petite fille à des années d'intervalle. Ce n'est pas si simple. L'utilisateur de Reddit n'a jamais eu d'explication véritable, seulement un prénom que la famille avait déjà choisi. Numéro 29. Nous sommes à la fin des années 1970. Un autostoppeur est déposé à 20 miles de chez lui, seul sur une route sombre entourée de champs de maïs. N'ayant aucun autre moyen de rentrer, il commence à marcher, puis il s'arrête et il écoute. Voici ce qu'il a entendu. Au début, il pense que c'est un écho, ses propres pas que les champs de maïs lui renvoient, alors il s'arrête, et un instant plus tard, à l'intérieur des champs de maïs, autre chose s'arrête aussi. Il recommence à marcher. Ça marche aussi. Il accélère. Ça le suit. Il court et ça court aussi, en gardant le rythme, en restant caché dans les rangées hors de sa vue. Alors il le teste. Il fait demi-tour et repart dans l'autre sens, rapidement, et il l'entend s'arrêter, puis tourner, puis courir, et puis s'arrêter net dès qu'il se retrouve à sa hauteur à nouveau. Il le refait une deuxième fois pour être sûr. Ça fait exactement la même chose. Il peut voir le haut des tiges de maïs bouger. Quand les phares apparaissent enfin sur cette route, il se place au milieu de la route et agite les 2 bras jusqu'à ce que la voiture s'arrête. Il n'a jamais su ce que c'était. Il dit que la seule chose dont il est sûr, c'est que cela marchait sur 2 jambes. Qu'est-ce qui bougeait dans le maïs? Ça ne l'a pas suivi. Ça l'a imité. Quand il marchait, ça marchait. Quand il courait, ça courait aussi. Lorsqu'il s'est retourné et est reparti dans l'autre sens, ça a fait la même chose. Et puis ça s'est arrêté exactement au moment où ça s'est retrouvé à sa hauteur. Ce n'est pas ça à être suivi. C'est quelque chose qui maintient délibérément sa position à côté d'un homme dans l'obscurité sans jamais être vu. C'est le contraire de ce que font les gens effrayés. Les gens effrayés s'enfuient. Il s'est arrêté, il s'est retourné, et il a fait une expérience sur la chose dans le maïs. Le haut des plants de maïs bougeait. Quoi que ce soit qui était là-dedans avait du poids. Peut-être que c'était une personne. 2 inconnus effrayés dans le noir, chacun convaincu d'être traqué par l'autre.
Voilà qui explique les deux jambes, mais cela n'explique pas l'inversion. Un étranger effrayé ne se retourne pas quand vous vous retournez et il ne s'arrête pas au moment où il arrive à votre hauteur. Cet homme s'est tenu au milieu d'une route sombre et a fait signe à une voiture avec les deux bras parce que l'alternative était de marcher. Des décennies plus tard, il dit que rien dans sa vie ne l'a jamais effrayé autant que cette marche. Il n'a jamais su ce qui se déplaçait dans le maïs à côté de lui. Il ne sait que ce qu'il a entendu et la façon dont il a vu le maïs bouger, s'était dressé. Numéro 28. Il se fait tard dans une maison en colocation. Les personnes qui y vivent sont religieuses et elles se disputent pour savoir si les esprits peuvent réellement être vus. L'un d'eux parle à voix haute. C'est ce qu'il avait souhaité. 2 nuits plus tard, il a eu ce qu'il voulait. Ils s'accordent à dire qu'ils ne croient pas vraiment aux fantômes ni aux démons, pas au point de croire qu'on puisse réellement en voir. Et ils sont d'accord que si jamais ils en voyaient un, ça changerait tout. Et puis il le dit à voix haute. S'il y a vraiment quelque chose dans la maison avec eux, dit-il, ça devrait arrêter de se cacher et se montrer. 2 nuits plus tard, il dort. Et il fait le cauchemar le plus réaliste et le plus brutal de sa vie. Il se passe dans sa maison d'enfance. Ça finit quand son père se fait tirer dessus. Sa relation avec son père était tendue. Et dans le rêve, c'est lui qui tient l'arme à feu. Il se réveille en sanglotant et il y a un homme au pied de son lit. Il est accroupi sur ses talons et il fixe du regard. La meilleure description qu'il puisse en faire, c'est qu'il avait l'air d'avoir 80 ans et en même temps de n'avoir jamais atteint la puberté. Son visage était bienveillant, ses yeux ne l'éteignent pas. Il était habillé comme un vendeur de journaux du New York des années 1890. Il l'a vu pendant une fraction de seconde, puis il avait disparu. Il en a retenu chaque détail en une fraction de seconde. Comme si l'homme voulait qu'on se souvienne de lui, il entre dans le salon, il regarde des vidéos jusqu'à ce qu'il se persuade qu'il était à moitié endormi, très secoué et que ce n'était rien. Il retourne se coucher et au moment où sa tête touche l'oreiller, son colocataire qui dort se redresse d'un coup, pointe du doigt le pied du lit, prononce son nom et demande qui est-ce. Il est rentré en voiture à 3 heures du matin. Alors, qui est accroupi au pied de ce lit? L'ordre compte plus que tout ici. Le souhait a été formulé avant tout et il le sait. Il a demandé à voix haute, dans une maison pleine de religieux, qu'une chose se manifeste. Puis est venu le cauchemar, et il mérite plus d'attention qu'il n'en reçoit. Ce n'était pas une horreur sans raison. C'était à propos de son père avec qui il avait une relation difficile. Et dans ce cauchemar, c'est lui qui a appuyé sur la gâchette. Ce n'est pas un cas de hantise, c'est un esprit qui traite quelque chose qu'il porte depuis des années. Il s'est réveillé en sanglotant. Et c'est dans cet état, dans les secondes qui ont suivi le pire cauchemar de sa vie, qu'il a vu une silhouette au pied de son lit. Si vous cherchiez à concevoir les conditions idéales pour une hallucination, vous ne pourriez pas faire mieux. Détresse aiguë, réveil brutal, une maison déjà conditionnée par les conversations, et une attente semée 2 nuits plus tôt par l'homme à qui c'est arrivé. Tout se tient. Et puis le colocataire s'est redressé. Il est rentré en voiture à 3 heures du matin et a dit en larmes à ses parents vouloir rester jusqu'à l'été. Il est finalement retourné. Son colocataire a commencé à faire des terreurs nocturnes. Ils ont déménagé peu de temps après. Il est étudiant au séminaire. Il décrit ses propres convictions comme étant naturalistes et il préfère ne pas y penser. Numéro 27. C'est une ferme centenaire dans la campagne américaine. Un garçon de 8 ans rentre de la cour pour dire à sa mère que ses frères l'embêtent. Il l'appelle en criant et une voix lui répond « Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Il ne peut pas la voir. » Alors il l'appelle à nouveau en demandant où elle est. Et la voix répond à nouveau. Et elle est plus proche. Cela se produit 4 fois. Chaque fois qu'il s'en approche, à chaque fois le bruit devient plus fort. Puis il passe devant une fenêtre, il regarde dehors et voit sa mère et son père au loin en train de travailler sur le tracteur. Il court dehors. Ses frères sont exactement là où il les a laissés. Les années passent. Des voix, des télévisions, des bruits dans des pièces vides. Tout cela est balayé d'un revers de main. Maintenant, il a 17 ans. Ses parents sont absents. Ses amis sont là. 2 amis vont utiliser les 2 salles de bain. L'un à l'étage, l'autre en bas. Le premier revient, irrité. « Très drôle, dit-il.
frappant à la porte et faisant du bruit pendant que j'y étais, mais personne n'avait bougé. Puis le deuxième arrive du rez-de-chaussée avec presque le même reproche. Quelqu'un faisait rebondir un ballon devant la porte, en traînant les pieds, en riant et en fuyant lorsque la chasse d'eau était tirée. Mais encore une fois, aucun d'eux n'avait bougé. Il n'y avait pas assez de monde dans la pièce pour faire les deux en même temps. Quelques heures plus tard, le sujet revient sur le tapis. Ça devient des blagues sur les fantômes et quelqu'un dit « Allez, tu ne peux pas sérieusement croire que les fantômes existent » et de l'autre côté de la pièce, une porte de placard pliante s'ouvre si violemment que les panneaux claquent l'un contre l'autre puis repartent en arrière. Les lumières de la maison s'allument. Personne ne touche à cette porte cette nuit. Et quand ils la vérifieront le matin, il n'y a rien à côté, rien dessus et rien à proximité qui aurait pu tomber contre elle. 3 ans plus tard, à 20 ans, il finit par s'asseoir avec sa mère et lui raconte tout. Et avant qu'il n'ait fini, elle dit « Je sais. Il y a une famille d'au moins 3 membres, 2 petits garçons. L'un d'eux a toujours un ballon qui rebondit, l'autre glousse. Et un vieil homme. Alors, qui d'autre vivait dans cette maison? » Tout ici repose sur cette dernière phrase. Parce que sa mère ne réagissait pas à une histoire, elle en a interrompu une. Son fils adulte était venu la voir à 20 ans pour lui décrire des choses étranges venant de sa maison d'enfance. On ne lui a pas encore dit ce que c'était. Avant qu'il ne puisse en parler, elle décrit un garçon qui fait rebondir un ballon. C'est tout le dossier, car ce détail était déjà apparu 3 ans plus tôt, rapporté par quelqu'un d'autre. Un ami seul dans une salle de bain au rez-de-chaussée qui est sorti agacé, sûr que ses amis avaient fait rebondir un ballon devant la porte. Personne n'avait dit ça à la mère. Donc, soit ils ont tous vu la même chose, soit l'histoire a circulé si longtemps que tout le monde l'a intégrée et que les détails se sont alignés. Le père pense exactement cela. Il dit qu'ils sont imaginatifs, mais l'ami dans la salle de bain n'était pas de la famille. Il ne signalait pas un cas de hantise. Il se plaignait. La porte du placard a été vérifiée le matin et il n'y avait rien derrière, rien à proximité et rien qui aurait pu la déplacer. Le père de cet utilisateur de Reddit n'a jamais cru à tout ça. Cependant, la mère a décrit un garçon qui faisait rebondir un ballon avant que son fils n'arrive à cette partie de son histoire. Et l'ami sorti de la salle de bain du rez-de-chaussée cette nuit-là, Knight y croit toujours, à ce qu'on sache, que quelqu'un lui a joué un tour. Si vous appréciez l'épisode jusqu'à présent, abonnez-vous et mettez un j'aime. Cela aide vraiment l'émission à toucher plus de monde. Et si vous écoutez sur une plateforme de podcast, une note 5 étoiles aide plus que vous ne le pensez. Laissez un commentaire et dites-moi d'où dans le monde vous écoutez. J'aime toujours voir jusqu'où ces histoires voyagent. Numéro 26. Il est 2 heures du matin dans une aire de repos sur une route de montagne. Un conducteur court vers les toilettes et passe devant un homme appuyé contre un lampadaire, en train de fumer une cigarette. Il n'y reste qu'1 minute. Voici ce qu'il a trouvé en revenant. En passant, il remarque l'autre personne présente, un homme, très bien rasé, cheveux noirs de jet, chemise blanche et cravate, et il est appuyé contre un lampadaire, debout dans la lumière qu'il projette, en train de fumer une cigarette. Il regarde le chauffeur passer en courant. Il n'y reste pas longtemps, et quand il ressort, il remarque d'abord l'absence d'autres voitures sur le parking. Il n'y avait jamais eu de voiture sur le parking. Il regarde là où l'homme se tenait, mais il est parti. Et puis il remarque la chose qui le fige sur place. Il n'y a pas de lumière là-bas. Il n'y a pas de lampadaire. Il n'y a rien. Il ne panique pas. Il s'avance encore pour avoir un meilleur angle. Il regarde autour de lui. Il essaye de déterminer s'il s'est trompé de direction, s'il regarde le mauvais coin du parking. Il reste là, à 2 heures du matin, et il vérifie. Il n'y a pas de lampadaire. Et puis, il a soudain le sentiment d'être observé. Il court vers la voiture, il monte dedans, il verrouille les portes et il part. En s'engageant sur l'autoroute, il jette un coup d'œil par-dessus son épaule et il est là, debout sous un lampadaire dans la lumière, le regardant. Exactement à l'endroit où il venait de marcher, d'observer et de confirmer qu'il était vide.
Alors, qu'a-t-il réellement vu sur ce parking? Presque toutes les histoires de ce genre se résument à savoir si l'on fait confiance à un visage dans l'obscurité. Et presque tout le monde peut être mis en doute sur ce point. Ce récit ne vous demande pas de faire confiance à un visage. Il vous demande de faire confiance à un lampadaire et de regarder ce qu'il a fait, ce que les gens effrayés ne font pas. Il n'a pas fui lorsque l'homme a disparu. Il est allé vérifier, il a envisagé qu'il pouvait s'être trompé d'endroit, il est resté debout sur un parking vide à 2 heures du matin jusqu'à être sûr qu'il n'y avait plus de lumière là où il y en avait. Il n'a eu peur qu'à ce moment-là. Maintenant, la mémoire reconstruit une scène et comble les lacunes avec tout ce qui permet de la rendre cohérente. Un homme appuyé contre un lampadaire, en train de fumer, tient parfaitement debout. C'est ce qui rend cela si difficile. Il n'a pas perdu l'homme en gardant la lumière. Il a gardé l'homme et perdu la lumière. Et puis, 90 secondes plus tard, il a retrouvé la lumière. Il a verrouillé les portes et il a conduit. Il n'a jamais trouvé d'explication pour l'homme et il a arrêté d'essayer il y a longtemps. Ce dont il ne peut pas se détacher, c'est du lampadaire et du fait qu'il y soit retourné pour vérifier qu'il n'était pas là et que lorsqu'il a regardé une dernière fois, il y était... Numéro 25. Une famille fait du camping dans une vieille forêt qui n'est accessible qu'en bateau. 2 enfants jouent à cache-cache parmi les arbres et l'un d'eux tombe sur un homme qui reste parfaitement immobile. Personne dans la famille ne le croit, mais la nuit n'est pas terminée. Il court dans les bois pour chercher sa sœur et au bout d'environ 30 secondes, il aperçoit un homme de corpulence moyenne, âgé d'environ 50 ans, cheveux longs et gris, mal entretenus, immobile. Il le voit pendant peut-être une demi-seconde, en pleine course, en se retournant, et son cœur se serre. Il se retourne pour mieux regarder, et l'homme a disparu, mais il sait qu'il l'a vu, et il le sait à cause du manteau. L'homme portait un imperméable jaune vif. Dans les vieilles forêts, rien d'autre n'a cette couleur. Il appelle plusieurs fois. Son père, l'ami de son père et le chien sont tous assez proches pour qu'un vrai cri les fasse accourir tous les 3, mais personne ne répond. Il ramène sa sœur au camp et le raconte à tout le monde. Personne ne le croit. À 3 heures du matin, un hélicoptère de police survole la clairière à la lisière des bois en rase-motte. Un projecteur blanc intense balaie leur camp. Son père et son ami sortent pour aller voir. Ils repartent après environ 5 minutes. Le matin, ils rangent, puis reprennent le bateau vers les voitures. Et sur la voiture de l'ami, une petite carte, de la taille d'une carte de visite, d'un violet pâle avec un fond fleuri. Il y a dessus un poème sur la mort, et en bas de celui-ci, les lettres RIP. Quelques jours plus tard, l'ami voit dans le journal qu'un homme avait disparu juste là, près de cette rivière, à peu près au moment où il campait, présumé noyé. Alors, qui était l'homme en imperméable jaune? 3 choses se sont produites et chacune d'elles nécessite plus d'attention. Un enfant qui courait n'a eu qu'un aperçu d'une demi-seconde. Un hélicoptère de police survolant une clairière. Une carte laissée sur une voiture. C'est l'enchaînement qui produit l'effet. Un enfant a signalé un homme dans ses bois en plein jour et n'a pas été pris au sérieux. Cette nuit-là, un hélicoptère de police est descendu très bas au-dessus de cette clairière et a balayé leur camp avec un projecteur. Le lendemain matin, une carte commémorative sur leur véhicule et en quelques jours, la nouvelle qu'un homme avait disparu dans cette rivière, présumé noyé. Aucun membre de cette famille n'a jamais relié le premier aux autres. Ils avaient déjà décidé que le garçon avait tort et c'est grâce au manteau que ceci tient encore debout. Les enfants prennent sans cesse des souches et des ombres pour autre chose. Ce qu'ils ne font pas, c'est inventer un objet précis qui n'a rien à faire là et inventer un homme autour de lui. Voici donc la version où la chronologie s'écoule dans l'autre sens. Peut-être n'a-t-il pas vu un esprit. Peut-être a-t-il vu le même homme lorsqu'il était encore en vie. Numéro 24. C'est une petite maison louée et un garçon de 4 ans dort dans la chambre de ses parents. Il a une peluche de Cookie Monster sans laquelle il refuse de dormir. Et chaque matin, sa mère le retrouve sous le lit. Elle lui demande pourquoi. Voici ce qu'il lui a dit. Mais d'abord, un peu de contexte.
Il est le plus jeune enfant et la maison est petite et son père travaille de nuit. Alors, jusqu'à ce qu'il déménage, il dort dans la chambre parentale. Un côté de son lit est contre le mur. L'autre côté fait face à la porte. Si sa mère le borde et qu'il n'a pas sa peluche de Cookie Monster, il fait une crise jusqu'à ce qu'il la récupère. Puis, juste avant qu'il ait 4 ans, quelque chose change. Sa mère commence à se réveiller, à le trouver endormi sans sa peluche, puis à retrouver celle-ci sous le lit. Elle n'y fait pas vraiment attention, elle le remet simplement à sa place. Et cela continue pendant des semaines jusqu'à ce qu'elle finisse par lui en parler. Pourquoi Cookie Monster finit-il toujours sous le lit? Sa fille de 4 ans dit que Cookie Monster est son ami, qu'il lui parle et qu'il aime se promener la nuit. Le garçon s'en souvient clairement. Il savait que c'était Cookie Monster parce qu'il pouvait voir les yeux, ses grands yeux blancs, ceux qui dépassent, et il lui parlait et il l'aidait à se rendormir quand il avait peur. Sa mère attribue cela à une imagination débordante, puis les terreurs nocturnes ont débuté. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans cette chambre? Commençons par ce qui est ordinaire, parce que la plupart de tout ça l'est. Les enfants de 4 ans ont des amis imaginaires. C'est une partie normale et bien documentée de l'enfance, et son jouet préféré est l'explication la plus évidente. Elle a attribué cela à son imagination. Voyez ce que les adultes ont fait après. Son père a immédiatement cessé de travailler de nuit pour passer en journée afin d'être à la maison après la tombée de la nuit. Ce n'est pas la réaction d'un homme qui pense que son fils a un ami imaginaire. Il organise sa vie professionnelle pour être chez lui le soir et ce n'est pas sans raison. Et dès qu'ils ont pu se le permettre, ils ont déménagé. La seule personne restante qui sait ce qui s'est réellement passé dans cette pièce refuse d'en parler. Numéro 23. Il est un peu plus de 5 heures du soir et l'école est terminée. 3 garçons traversent un champ vide en direction du portail. L'un d'eux regarde le mât du drapeau. Il y a quelqu'un assis tout en haut. Voici ce qu'il a vu. Il ne sait pas pourquoi il lève les yeux. C'est peut-être le drapeau. Quelque chose là-bas attire peut-être son attention. Et il y a un homme assis en haut du poteau. Il est petit, âgé et sale. Ses vêtements et tout chez lui sont crasseux. Au début, il regarde droit devant lui et il fixe le garçon du regard. Le garçon accélère, puis il se met à courir, et comme tout le monde dans les films d'horreur, il ne peut s'empêcher de jeter un coup d'œil derrière lui pour vérifier. Et il croise le regard de l'homme une seconde fois, il court jusqu'à en perdre haleine. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il se rend compte de quelque chose d'étrange. Ses 2 amis sont devant lui et ils avaient été trop effrayés pour en dire un mot. Alors, qui était assis en haut de ce mât de drapeau? 3 garçons, un terrain, la même silhouette. Ils n'ont pas confronté leur version et n'ont constaté qu'après coup qu'elle concordait. Ils ont couru séparément en silence, chacun supposant qu'il était seul à avoir vu ce qu'il avait vu. Une histoire partagée se forme lorsqu'une personne dit « As-tu vu ça ?» et les autres complètent le reste. Personne n'a rien dit. Ils se sont juste enfuis. Et ce qu'il décrit est précis, pas une forme. Un homme âgé, petit et sale, assis au sommet d'un mât de drapeau dans un champ ouvert en plein jour. Peut-être une pelote de corde? Un support, un oiseau, l'esprit est doué pour trouver un visage là où il n'y en a pas. Et les enfants qui voient leurs amis courir courront aussi. Mais il dit que la tête a tourné 2 fois. Il n'a jamais revu cet homme. C'était la première et la dernière fois. Il est adulte maintenant, et cette histoire l'a plus marqué que tout le reste de cette époque. Et les seules personnes qui l'ont jamais confirmé sont les 2 autres garçons qui couraient si vite qu'ils ne pouvaient pas se retourner pour lui dire. Numéro 22. Il n'est pas encore 5 heures du matin et la maison est encore plongée dans l'obscurité. Un garçon de 16 ans descend tôt les escaliers parce que ses amis l'attendent pour un long trajet en voiture. Il regarde d'abord par la fenêtre, il fait encore sombre dehors. Ensuite, il arrive en bas des escaliers. Ce qu'il voit ne devrait pas être à l'intérieur de sa maison. Le sol est couvert d'empreintes de pas, des empreintes mouillées, dans chaque pièce, laissées partout dans la maison. Et puis un homme passe en courant devant lui, un grand, facilement 1,95 m, assez près pour toucher. Il était déjà parti par la porte avant que je réalise ce qui se passe. Le garçon remonte directement les escaliers pour prévenir son père. Rien n'a été volé, mais la maison a été totalement retournée. Les affaires ont été sorties et éparpillées dans chaque pièce. Alors, qui se trouvait dans cette maison? Au début, la réponse semble évidente. Rien de surnaturel ici.
C'était un cambriolage interrompu. Mais regarde les empreintes de pas, elles étaient mouillées, pas humides, mouillées, et dans chaque pièce. L'eau ne reste pas longtemps sur le sol. Elle disparaît d'une chaussure en quelques dizaines de pas. Cela signifie que l'homme était entré de l'extérieur quelques minutes plus tôt et n'avait pas arrêté de bouger depuis. Chronomètre le reste. Les affaires étaient dispersées dans la maison. Ça prend du temps. Quelqu'un était dans ses pièces en sortant des affaires, sans se presser, parcourant l'endroit. Et un garçon de 16 ans est descendu au milieu de tout ça. C'est le moment sur lequel il faut réfléchir. Pas l'homme, mais le chevauchement. Voici le détail qui ne correspond jamais vraiment. Rien n'a été pris. Un homme qui a le temps de disperser des affaires dans plusieurs pièces a le temps de remplir un sac. Donc soit il a été interrompu juste avant de commencer, soit il cherchait quelque chose qui, au sens ordinaire, ne valait pas la peine d'être volé. Alors il s'est enfui. Le garçon est monté à l'étage voir son père. Rien n'a jamais été retrouvé car, autant que l'on sache, rien n'avait été pris. Il n'a jamais su qui se tenait dans sa maison ni depuis combien de temps il était là. Il venait simplement d'un endroit où tout était mouillé. Et avant qu'il ne soit attrapé, il avait traversé toutes les pièces de la maison. Numéro 21, on est en pleine nuit. Un garçon de 10 ans entre en courant dans la chambre de son petit frère en répétant la même chose encore et encore. Quelque chose arrive. Le garçon de 8 ans va se cacher sous le lit. Son frère se glisse sous les draps sur le lit, et puis la porte s'ouvre. Dessous le lit, le plus jeune garçon voit une paire de jambes et de pieds entrer dans la pièce. Il dit qu'elles ne semblaient pas humaines. Il n'a jamais pu les décrire mieux que ça. Elle s'arrête devant le lit et elle reste là. Il ne se souvient pas de ce qui s'est passé ensuite. Il s'est endormi sous le lit. Son frère s'est endormi dessus. Il a maintenant 26 ans, son frère en a 28. Et ils s'en souviennent tous les deux encore. Alors, qu'est-ce qui est entré dans cette pièce? Replongeons-nous dans les détails. Un enfant sous un lit? Aucune description qui vaille la peine. Il ne peut pas dire à quoi ressemblaient les jambes. Il sait seulement qu'elles étaient anormales, et il y a un vide où le souvenir s'arrête tout simplement. Sauf pour une chose, le frère aîné est entré en premier. C'est le détail qui ne veut pas s'effacer. La peur n'a pas débuté avec l'enfant de 8 ans. Elle est venue avec l'enfant de 10 ans, qui était déjà effrayé avant qu'aucun d'eux n'ait vu quoi que ce soit. 2 enfants, 2 pièces, et puis la porte s'est ouverte. C'était peut-être un cauchemar. Peut-être qu'ils ont construit ce souvenir ensemble par la suite. Les frères font ça. Il se le demande lui-même. Mais ensuite, il dit ce qui le fait s'interroger depuis 18 ans. Qu'ils s'en souviennent tous deux, il se pourrait que cela soit arrivé. 2 frères, âgés de 8 et 10 ans, se sont cachés de quelque chose dans la même pièce, la même nuit. L'un d'eux a vu des jambes qu'il dit n'étaient pas humaines. Aucun ne se souvient comment ça s'est terminé. Ce sont des hommes adultes maintenant, et ils n'ont jamais pu l'expliquer. Et aucun d'eux n'a jamais laissé l'autre appeler ça un rêve. Numéro 20. C'est le milieu de l'après-midi et 3 personnes sont à la maison. L'utilisateur de Reddit qui raconte cela avait 14 ans à l'époque. Un tout petit que leur mère garde et leur mère endormie sur le canapé. Elle se réveille en entendant quelqu'un manipuler la poignée de la porte d'entrée. Par la fenêtre, elle voit un homme qu'elle ne reconnaît pas et une voiture étrange dans l'allée. Il se penche, le visage contre la vitre. Il affirme que la compagnie d'énergie l'a envoyé suite à son appel. Mais elle n'a jamais appelé personne. Un second homme contourne déjà vers la porte arrière. Les 2 sont habillés en civil et se dirigent vers la maison en même temps. L'un force la porte arrière, l'autre monte sur le rebord de la fenêtre avant, se jetant contre la vitre, criant et leur lançant des insultes. Leur mère appelle le 911. Voici ce qui aggrave toute la situation. C'est une rue très passante d'un quartier difficile de la ville. Des voitures passent tout le temps et aucune d'entre elles ne ralentit. Puis une voiture familiale entre dans l'allée du voisin. Un homme de grande taille en costume en sort, fixe son regard sur l'homme sur la corniche et ne dit rien, mais les coups cessent. Même chose pour les coups à l'arrière. Il ne s'approche pas de la famille. Il va à la porte du voisin et sonne à la porte.
20 secondes d'un étrange silence plus tard, les deux intrus regagnent discrètement leur voiture, les yeux rivés sur lui tout le long du trajet, et s'en vont en voiture. À ce moment, il va à la fenêtre de la famille pour leur dire que les hommes sont partis, qu'ils ne reviendront pas et qu'ils peuvent arrêter de pleurer. Puis il retourne à sa voiture. En s'éloignant, il fait un signe de la main. La police met 1 heure à arriver. Quand ils font finalement du porte-à-porte, le récit s'effondre. Les voisins chez qui il a sonné n'ont absolument aucun souvenir de lui. Personne dans l'allée, personne à la porte. Pas de sonnette. Et le garçon de 14 ans, qui affirme ne jamais oublier un visage, n'arrive pas à se souvenir du sien. La voiture familiale qui s'en va, ils peuvent encore la voir parfaitement. Là où devrait être son visage, il n'y a rien, c'est vide. Alors, qui était l'homme en costume? Il y a 2 parties à cela, et une seule est un mystère. La première est un crime. 2 hommes qui s'introduisent de force dans une maison occupée en plein jour, tandis que dans cette rue très passante, tout le monde regardait puis continuait sa route. La seconde moitié est plus étroite qu'on ne le pense. Une voiture est entrée dans l'allée d'un voisin, un homme est sorti, les 2 intrus se sont arrêtés et sont partis. Il a parlé à la famille, et ensuite, les personnes chez qui il a sonné n'en avaient aucun souvenir. Un bon samaritain explique presque tout cela. Un homme est arrivé à affronter les intrus, et ne voulait pas parler à la police. Ce qu'il explique moins bien cependant, c'est la mémoire de l'utilisateur de Reddit. Ils peuvent encore voir le break s'éloigner. Ils peuvent encore répéter les mots, mais le visage a disparu. Ils disent « ne jamais oublier un visage ». Avec une peur pareille, l'attention se focalise sur la menace, et les détails secondaires sont mal retenus, ou pas du tout. Il reste donc les voisins, et ce n'était pas eux les attaquer. Les hommes sont partis et ne sont jamais revenus. La police est arrivée 1 heure plus tard. La famille leur a tout raconté et les voisins ont affirmé que personne n'était venu à la porte. Et le Redditor, qui a tout observé à travers une fenêtre, est encore capable de décrire la voiture, le costume et les mots qu'il a prononcés, mais il est totalement incapable de décrire l'homme lui-même. Numéro 19. C'est l'équipe de nuit d'une maison de retraite, anciennement une école. Les couloirs sont longs et la majeure partie du bâtiment est vide. Quelque chose touche alors une infirmière sur l'épaule. Des bruits provenaient de quelque part dans le couloir. Un froid qui arrive sans raison apparente. Des robinets coulant seuls dans des pièces vides. Des lumières qui s'éteignent et s'allument. Puis, une nuit, quelque chose lui tape sur l'épaule. Elle se retourne. Il y a une silhouette collée contre le rideau de séparation. Et sous l'ourlet du rideau, 2 jambes fines et grises dans des chaussons bleus. Un résident s'est égaré dans la mauvaise chambre. C'est la réponse évidente. Et c'est la seule réponse. Elle tend la main et tire le rideau. Mais il n'y a personne derrière. Elle voyait la silhouette d'un corps sur le tissu en le saisissant. Et il n'y a tout simplement personne là. Elle appelle son directeur le lendemain et démissionne. La femme demande pourquoi. Elle dit qu'elle préfère ne pas le dire et elle raccroche. Elle travaille désormais dans un établissement plus loin dans la rue et l'un de ses collègues, qui travaillait autrefois dans ce même bâtiment, raconte la même histoire. Alors, qui se tient derrière ce rideau? N'importe qui peut voir une silhouette, mais ce qu'elle décrit est plus difficile à expliquer. Et elle a été touchée par cette chose, quelle qu'elle ait été. Tout ce qui précède à une explication simple, et c'est elle-même qui te donne cette explication. Un vieux bâtiment, des endroits froids, des bruits dans un couloir, des robinets et des lumières qui font des leurres, mais une tape sur l'épaule n'est pas ambiguë. C'est un contact, et le contact est très difficile à produire par accident. Et puis elle s'est retournée, et ce qu'elle décrit n'est pas un fantôme. C'est une personne debout derrière un rideau, avec ses pieds visibles en dessous, scène des plus ordinaires dans une maison de retraite. C'est précisément pour cela qu'elle a écarté le rideau et qu'il n'y avait personne derrière. Et le détail qui change tout, ce sont les chaussons. Un cerveau fatigué à 3 heures du matin crée des formes et des ombres. Il ne te donne pas des chaussons bleus, des jambes grises et fines, et un corps dessiné sur un rideau. Ce n'est pas une hallucination, c'est la description d'un résident. Elle a tiré le rideau, il n'y avait personne derrière. Numéro 18, c'est le milieu de la nuit dans une maison ordinaire. Un homme se réveille à un bruit comme celui d'une porte qui se ferme, puis il regarde son chat. Le chat est déjà réveillé.
Voici ce qu'il était en train de fixer. Il émerge du sommeil à cause d'un bruit ressemblant à une porte qui se ferme. Au début, il le considère comme faisant partie d'un rêve. Puis il regarde son chat. Le chat est d'abord debout, il fixe la porte de la chambre et il ne détourne pas le regard. C'est alors que la peur survient. Parce que ce chat ne fait jamais ça. Voilà ce qu'il fait lorsqu'un chien est dans la pièce. Alors l'utilisateur de Reddit regarde la porte et il dit qu'elle oscillait lentement, comme si un poids appuyait de l'autre côté. Comme si quelqu'un s'appuyait et écoutait pour savoir s'il était réveillé. Il y a aussi une ombre, et il est prudent sur ce point, pas une silhouette sombre, juste l'ombre ordinaire qu'un corps projette lorsqu'il se tient derrière une porte qui n'est pas complètement fermée. Il ne peut pas bouger. Il pense à crier pour faire fuir ce qui se trouve là. Et puis il pense à la possibilité que quelque chose lui réponde. Alors il reste silencieux. Il reste allongé environ 10 minutes. Puis il se lève et fouille la maison. Chaque pièce, chaque recoin, mais il n'y a personne. Alors, qu'est-ce qui se tenait de l'autre côté de cette porte? Ce récit ne commence pas par ce qu'il a vu, il commence par ce que l'animal a fait, et presque tout le monde se trompe sur cet ordre. Il ne dit pas qu'il a eu peur, puis qu'il a remarqué le chat. Il a d'abord remarqué le chat et il a eu peur à cause de cela. Le chat est la preuve. Sa peur est le résultat. Son pelage était hérissé et il avait le regard fixé sur un point et il dit qu'il ne fait ça que pour une seule chose, un chien dans la pièce. Un chat entend aussi bien plus que nous. Donc si quelque chose était derrière cette porte, le chat le savait bien avant lui. L'utilisateur de Reddit n'était pas le premier témoin, le chat l'était. Maintenant, une maison fait du bruit la nuit, un chat s'y concentre et un homme qui se réveille peut voir une porte immobile bouger et il a fouillé chaque pièce et n'a trouvé personne. Mais s'il y avait eu un homme derrière cette porte, c'est exactement grâce au chat qu'il l'aurait su. Il a vérifié chaque recoin de la maison et elle était vide. Il n'a jamais compris ce que son chat regardait et il croit toujours fermement que quelqu'un se tenait de l'autre côté de cette porte à l'écouter bouger. Numéro 17. C'est le milieu de la nuit devant un monument aux morts. Un marine fait seul la ronde dans le cimetière, comme il le fait chaque nuit, et il entend une femme fredonner. Il n'a jamais eu peur ici, pas une seule fois. Ce soir, il va s'enfuir. Il est près de la clôture périphérique, à côté des plus vieilles pierres tombales, quand il l'entend. Alors il suit le bruit et il remarque une lumière qui passe à travers les vignes et les broussailles d'un grand arbre. À mesure qu'il s'approche, il sent ses cheveux commencer à se soulever comme s'il y avait un courant dans l'air. Il écarte les broussailles. C'est une vieille pierre tombale usée par le temps avec une grande croix taillée dans le marbre et la croix brille, d'un bleu vif et éclatant comme une ampoule au néon. Et le bourdonnement devient soudainement énorme et il a une polarité, on dirait des centaines de voix en même temps. Il crie et il court vers le parking. Il appelle à la radio le garde qui doit le relever et lui demande d'arriver plus tôt, puis il passe le reste de son service assis dans la cabine du camion de cet homme. Le garde ne le croit pas. Il ne part pas non plus en patrouille avant que le soleil ne soit enfin levé. Quelques jours plus tard, il prend son courage à deux mains pour y retourner, cette fois en plein jour. C'est une pierre tombale tout à fait ordinaire, il n'y a pas de nom dessus, juste la croix. Il passe ses mains sur la pierre, cherchant un éclairage dissimulé, un panneau solaire, un fil, n'importe quoi. Mais il n'y a rien. C'est simplement de la roche solide. Le bourdonnement a disparu. Il n'a jamais su à qui appartenait cette tombe. Qu'est-ce qui brillait sur cette tombe? Cela mérite d'être pris au sérieux pour une raison qui n'a rien à voir avec ce qu'il a vu. Ce n'est pas ce que font habituellement les gens dans ces histoires. Presque toutes se terminent au moment de la fuite, et ce qu'ils ont vu n'est jamais vérifié. Cet homme est retourné en plein jour et a cherché le truc. Il a posé ses mains sur la pierre. Il a vérifié s'il y avait une lumière cachée, un panneau solaire. C'est un homme qui tente de se persuader que son expérience n'est pas réelle, mais échoue. Et ce qu'il a trouvé, c'est une simple pierre tombale usée par le temps, sans nom dessus. Maintenant, un homme seul dans un cimetière à 3 heures du matin est dans des conditions idéales pour une hallucination. Une seule voix ne serait pas remarquable.
Le vent dans les bois a été confondu avec des champs depuis qu'il existe des bois. Ce qui est difficile, c'est la polarité. Il n'a pas décrit une seule voix. Il a signalé que plusieurs voix se superposaient et devenaient plus fortes à mesure qu'il approchait. La pierre tombale ne portait aucun nom et il n'a jamais su à qui elle appartenait. Il y est retourné en journée pour trouver une explication, mais n'a trouvé que de la pierre. Il a terminé le reste de sa mission et n'a jamais rien vécu de semblable par la suite. Il pense que cela ne lui voulait aucun mal, et il dit qu'il y pense encore. Numéro 16. C'est un après-midi dans une villa des années 1860 à Édimbourg. Une fillette de 4 ans est par terre sous la fenêtre du salon. Elle joue avec des poupées et elle lève les yeux. Il y a un homme qui marche vers la vitre et sa mère est sur le point de fouiller tout le jardin. Elle voit quelqu'un marcher devant la maison, s'approchant de sa fenêtre. Ce dont elle se souvient, ce n'est pas de l'homme, c'est la sensation, une sensation immédiate et précise que quelque chose ne va pas, assez forte pour qu'une fillette de 4 ans aille se cacher derrière un fauteuil. Elle finit par jeter un coup d'œil. Un homme passe devant la fenêtre. Il la salue d'un geste du chapeau. Il lui sourit et il continue à marcher. Elle appelle sa mère en criant, qui sort directement et ne trouve personne. Elle vérifie la buanderie. Elle vérifie le pavillon de jardin. Elle vérifie le garage. Tout est vide. Elle se dit que quelqu'un a dû s'aventurer dans la longue allée par erreur. Et puis, plus tard dans la même semaine, il revient. Cette fois, sa mère est à l'évier de la cuisine, debout devant la fenêtre, regardant devant la maison. Elle n'a vu personne passer. L'enfant crie que le monsieur bizarre est de retour. Sa mère sort immédiatement en courant et ne trouve personne, ce à quoi elle s'attendait exactement. Parce qu'elle avait gardé les yeux sur ce chemin tout ce temps, elle revérifie les dépendances et il n'y a rien. L'enfant insiste, avec ténacité, que c'était le même homme. Et finalement, sa grand-mère, qui croit à ce genre de choses, lui demande de le décrire. C'est là que la femme qui raconte cela montre son honnêteté. Elle nous apporte un détail digne d'être relevé dans son propre récit. Elle était une enfant obsédée par l'époque victorienne, les costumes, les livres, tout cela. Elle a décrit une tenue victorienne, avec le chapeau et tout, et sa grand-mère a dit que ça rappelait l'ancien jardinier et qu'il voulait sûrement simplement leur montrer qu'il était heureux qu'une nouvelle famille s'installe. Il reste une question beaucoup plus simple. Est-ce que quelqu'un a vraiment emprunté ce chemin? Parce que la réponse ordinaire, c'est qu'un inconnu est descendu l'allée par erreur, et cette réponse doit tenir face à la deuxième visite. Mais lors de la deuxième visite, quand sa mère regardait par la fenêtre, elle n'a vu personne passer. L'enfant a décrit un homme vêtu à la mode victorienne et la famille a conclu qu'il s'agissait du jardinier. Et un enfant de 4 ans assis sous une fenêtre à Édimbourg a levé les yeux, a vu un inconnu sur le chemin et s'est caché derrière une chaise avant qu'il n'ait fait quoi que ce soit. Numéro 15. C'est un après-midi d'été dans un vieil hôpital psychiatrique qui est en train de fermer. Une livreuse est dans le bâtiment depuis 1 heure et elle a vraiment besoin d'aller aux toilettes. Elle verrouille la porte derrière elle. Tu ne veux pas savoir ce qui était fixé au mur. Alors d'abord, elle parcourt un couloir vide en cherchant quelqu'un qui travaille vraiment ici. Finalement, elle trouve quelqu'un et apporte la commande dans la salle de pause. C'est alors qu'elle doit vraiment aller aux toilettes. La femme lui indique d'aller plus loin dans le couloir. Juste avant cela, le mur et le sol changent brusquement, comme souvent dans un vieux bâtiment avec une extension ajoutée des décennies plus tard. Les toilettes sont dans l'ancienne partie du bâtiment, plus sombre, plus froide, avec une seule toilette et pas de fenêtre. Elle verrouille la porte derrière elle et trouve l'interrupteur. Elle s'assoit puis elle comprend enfin ce qu'elle a sous les yeux. Salle de bain avec toilette et douche combinée. La douche est encastrée dans le mur juste en face d'elle. Des carreaux institutionnels sales et fixés à ce mur, un vieux jeu de chaînes et d'entraves. Des entraves pour les patients qui refusaient de coopérer. Elle affirme que c'est la chose la plus effrayante qu'elle ait jamais vue. Et alors qu'elle les regarde assises, les chaînes commencent à se balancer d'avant en arrière sur le mur. Déjà debout, elle luttait avec un verrou rouillé alors qu'elle résonnait encore derrière elle. Alors pourquoi les chaînes bougeaient-elles? Il y a 2 choses qui se passent ici et une seule d'entre elles a besoin d'explication.
La première, c'est la pièce, et la pièce se suffit à elle-même. Enfermée dans une salle de bain sans fenêtre d'un hôpital psychiatrique en cours de fermeture, regardant un ensemble de chaînes fixées au mur de la douche, et pour ça il y a une bonne explication, les vieux bâtiments font circuler l'air. L'ouverture d'une porte au bout d'un couloir peut faire osciller un objet métallique suspendu loin. Elle ne l'aurait pas ressenti, mais les chaînes, elles, auraient réagi. Mais elle ne resta pas pour vérifier. Elle courut jusqu'à son camion et s'y assit, tremblante. Elle affirme avoir toujours côtoyé ce genre de choses, mais rien dans sa maison d'enfance ne s'en est jamais approché. L'hôpital a achevé sa fermeture et, autant que l'on sache, ses chaînes sont toujours fixées au mur. Numéro 14. C'est le milieu de l'après-midi dans une rue animée. Un jeune homme remarque un inconnu qui marche vers lui, ses yeux passant rapidement d'une chose à l'autre sans jamais se fixer sur quoi que ce soit. Il continue d'observer alors que l'inconnu s'approche. Quelque chose dans ses mouvements semble étrange. Il a l'air distrait, presque déconnecté de tout ce qui l'entoure. Ils sont à moins d'1 mètre l'un de l'autre. Et l'inconnu sort un couteau et porte un coup vers son flanc gauche. C'est lent, c'est la seule raison pour laquelle il y a une histoire à raconter. Il s'écarte et se retourne immédiatement, s'attendant à une seconde tentative, mais il n'y en a pas. L'étranger continue simplement à marcher un peu plus loin devant. Il s'arrête, il se retourne, il sourit. Il lève le pouce, puis il s'éloigne dans la direction opposée. 4 ans plus tard, le réditeur pense encore à cette rencontre étrange. Il ne sait pas si l'inconnu voulait lui faire du mal, l'effrayer ou simplement observer sa réaction. Ce qui lui est resté en tête, c'est le sourire et le pouce levé, comme si l'inconnu avait obtenu exactement ce qu'il voulait. Alors, qu'est-ce que cet homme voulait vraiment? Il a sorti un couteau et s'est jeté sur le réditeur, presque au ralenti. Pourquoi bouger aussi lentement s'il voulait vraiment lui faire du mal? Mais la ruée n'est même pas l'aspect le plus étrange. Avant l'attaque, ses yeux passaient d'un objet à l'autre. Il ne regardait pas l'homme qu'il s'apprêtait à poignarder. Un agresseur fixe une cible et s'en approche. Après cela, il n'a rien exigé, pas de seconde tentative et il n'a pas couru. Un vol a un but et ce but est clair. Une rancune a une cible et va jusqu'au bout, mais ceci n'avait ni l'un ni l'autre. Et puis, il s'est arrêté à distance et a fait le geste que les gens font quand quelque chose s'est bien passé. Sa famille affirme qu'on n'aurait pas pu esquiver un vrai agresseur. Peut-être qu'ils ont raison en général. Sous leur incrédulité, il y a quelque chose de plus dur. Peut-être est-il simplement plus facile de croire que votre fils a tout exagéré que d'accepter le fait qu'un inconnu ait pu brandir un couteau contre lui en plein jour, sourire puis s'éloigner sans raison apparente. Heureusement, l'utilisateur de Reddit n'a pas été blessé. L'homme qui l'a attaqué n'a jamais été identifié. Et comme le couteau l'a raté, les personnes les plus proches de lui en ont conclu qu'il n'y avait peut-être jamais eu de couteau au départ. Numéro 13. Il est 3 heures du matin dans un parc de caravanes. Un petit enfant se réveille, a besoin d'aller aux toilettes et regarde dans le couloir. La babysitter se tient là, appuyé contre le mur, les bras croisés, détendus, comme dans les films, quand les gens s'appuient pour montrer qu'ils sont détendus, et elle les regarde à son tour. Ils se regardent dans les yeux et tout leur corps se glace. Parce que la babysitter est toujours au lit, juste là, endormie à côté d'eux. Ils tirent les couvertures sur leur tête et se cachent. Quand ils regardent de nouveau, le couloir est vide. Ils ne la réveillent pas. Il ne crie pas. Il reste couché jusqu'à 6 heures du matin à regarder des émissions de téléachat, en attendant qu'il fasse jour et que la babysitter se lève d'elle-même. Ils n'ont jamais redormi dans cette maison, et ils ne l'ont jamais dit à personne car ils savaient comment cela sonnerait. Alors, qui se tenait dans ce couloir? La chose la plus importante ici, ce n'est pas ce que l'enfant a vu, c'est ce qu'ils ont fait ensuite. Ils ne sont pas allés en courant vers la babysitter. Ils se sont cachés d'elle. Un enfant de 5 ans, effrayé à 3 heures du matin, a une seule réaction évidente. Réveiller l'adulte. Cet enfant a fait le contraire. Ils se sont glissés sous les couvertures et ont attendu 3 heures d'obscurité à côté d'une femme dont ils n'étaient plus sûrs. Et ce n'était pas un simple aperçu. Ils ont dit qu'ils avaient eu un contact visuel avec la silhouette dans le couloir, un visage qui les regardait en retour et qu'ils ont reconnu. Or, le thème du double est l'un des plus anciens qui soit. Les Allemands l'appellent un Doppelgänger et la règle est toujours la même.
Le double n'est pas amical. Peut-être que c'était simplement un enfant qui se réveillait dans une maison inconnue, dont l'esprit à moitié endormi projetait dans le couloir sombre la personne qu'il s'attendait à y voir. Cela explique l'observation. Cela n'explique pas les 3 heures de téléachat. Ils n'ont plus dormi dans cette maison. Ils ne l'ont jamais dit à leur famille, qui ne croit pas à ce genre de choses et qui l'aurait certainement rejeté. Et ils ont dit qu'ils avaient presque oublié ce que cela leur avait fait, jusqu'à ce qu'ils s'assoient des années plus tard pour l'écrire et découvrent que tout était encore là. Numéro 12. Il est 3 heures du matin dans un hôpital qui existe depuis les années 40. L'étage est à court de fournitures, alors quelqu'un doit descendre seul au sous-sol. Cette utilisatrice de Reddit ne croit pas aux histoires sur ce sous-sol, mais elle va bientôt y croire. Elle est au milieu des étagères, cherchant ce dont elle a besoin lorsqu'un frisson parcourt tout son corps. Les poils sur sa nuque se hérissent et elle est envahie par un sentiment de terreur absolue, comme si elle n'avait pas sa place ici. Une silhouette sombre passe furtivement devant elle, à la limite de son champ de vision. Elle n'y prête pas attention. Il est 3 heures du matin et elle est fatiguée. Elle se tourne pour partir. Et il y a un énorme fracas derrière elle. Toute une rangée de fournitures a été balayée d'une étagère et jetée par terre. Et debout dans le coin de la pièce se tient la silhouette sombre. Elle sort de là aussi vite qu'elle le peut. Et quand elle remonte à son étage, tous ses collègues sauf un pensent qu'elle invente. Le seul qui la croit voit son visage. Et avant qu'elle puisse parler, la femme lui dit qu'elle n'a pas besoin d'expliquer parce qu'elle l'a déjà vu elle-même. Alors, qu'est-ce qui se tenait dans le coin de cette cave? La première moitié est très facile à expliquer. Une personne épuisée au travail, un vaste sous-sol sombre dans un bâtiment plus ancien que tous ses occupants. Une silhouette sombre en périphérie du regard est fréquente chez un cerveau fatigué. Ça arrive à tout le monde. Elle le dit elle-même et elle l'a écarté. La seconde moitié n'est pas aussi facile à expliquer, car des fournitures sont réellement tombées d'une étagère sur le sol dans un grand fracas. Ce n'est pas une illusion d'optique, c'est un événement et cela s'est produit derrière elle. Peut-être que l'étagère a cédé. Les vieilles étagères finissent par céder, surtout dans un bâtiment âgé de 80 ans, mais l'étagère n'est pas tombée lorsqu'elle se tenait devant les étagères. L'étagère est tombée alors qu'elle partait. Et quand elle est montée à l'étage, l'un de ses collègues a jeté un simple coup d'œil sur son visage et lui a dit ce qui s'était passé avant même qu'elle n'ait prononcé un mot. Les fournitures étaient par terre. La silhouette était dans le coin. Il est compréhensible qu'elle ne soit jamais redescendue dans ce sous-sol. Numéro 11. C'est l'été, dans une chambre que la famille appelle la chambre violette. Un enfant de 6 ans se réveille au milieu de la nuit. Un spectacle de marionnettes se déroule dehors, devant sa fenêtre. Des marionnettes en chaussettes, manipulées par 1 ou 2 personnes. Et tout ce qui atteint la vitre, c'est l'ombre du spectacle. C'est tellement étrange et manifestement impossible qu'elle se dit qu'elle doit être à moitié endormie. Alors elle se tourne de l'autre côté et n'y prête plus attention. C'est alors qu'elle aperçoit l'embrasure de la porte. Il y a une grande silhouette qui s'y tient. Le couloir derrière est complètement sombre et pourtant, la silhouette est d'une certaine façon plus nette que l'obscurité et elle lui fait face. Elle est maintenant bien réveillée. Elle cligne des yeux. La silhouette est plus proche. Elle cligne encore des yeux et la silhouette est encore plus proche. Ça s'approche ainsi, par étapes, jusqu'à se tenir à portée de bras de son lit. Puis le froid arrive. Elle dit que son cœur s'est arrêté, que son corps est devenu froid et qu'elle pouvait voir son propre souffle dans une chambre en été. Elle pousse un cri qui fait venir tout le monde dans la maison vers elle. Sa grand-mère est la première à entrer, elle allume la lumière et la pièce est vide. Elle caresse les cheveux de l'enfant. Elle lui dit que c'était un mauvais rêve. Alors, qu'est-ce qui se tenait dans cette embrasure? Ce qu'elle décrit porte un nom. Une ombre dans l'embrasure de la porte. L'incapacité de bouger. Elle s'approche par étapes. C'est l'une des expériences les plus documentées en psychologie. Cela arrive à un très grand nombre de personnes et presque toutes rapportent la même chose. Voici la partie sur laquelle nous allons nous arrêter. Cette silhouette n'est pas propre à cet endroit. Elle se déplace. À Terre-Neuve, ils l'appellent la vieille sorcière. Au Japon, on l'appelle Kanashibari, être enchaîné dans le métal. En Catalogne, c'est un chien noir qui s'assoit sur votre poitrine. Le mot nightmare vient de mar.
Un vieil esprit oppressant qui s'assoit sur le dormeur, différents siècles, différents pays, différents dieux, mais toujours la même figure. Dans la même embrasure de porte, c'est soit la plus grande coïncidence de l'histoire du folklore, soit cela nous dit quelque chose de très profond sur la façon dont un esprit est construit. Ce n'est pas quelque chose qu'une fillette de 6 ans a inventé seule. Sa grand-mère a allumé la lumière et la pièce était vide. Et elle a dit ce qu'aurait dit toute grand-mère. Elle avait alors 6 ans. Elle a 16 ans maintenant. Elle pense que ce qui était dans l'embrasure de la porte l'a suivi quand la famille a déménagé dans un autre État. Numéro 10. Il est 2 heures du matin dans les forêts reculées du Canada. Un adolescent rentre seul à pied d'une fête. Son téléphone est déchargé et il vient de réaliser qu'il est perdu. Puis il remarque que ses propres pas ne font aucun bruit. Voici ce qui s'est passé ensuite. Silence. Un silence total. Pas de vent, pas d'animaux. Rien. Mais même si son téléphone n'a plus de batterie, il n'est pas sans défense. Il sait que le magasin est à l'est. Tout ce dont il a besoin, c'est de l'étoile polaire. Il lève les yeux et il n'y a pas d'étoile, pas une seule. Et ce n'est pas dû à la pollution lumineuse. C'est le fin fond du Canada à 2 heures du matin. Rien ici ne produit de lumière. Alors il continue à marcher et sa peur commence à monter. Et au bout d'environ 1 heure, il arrive dans une clairière et il s'arrête net. Il y a un homme debout à 3 mètres devant lui. Il s'est tourné de côté à environ 90 degrés. Il y a quelque chose dans son visage et son corps qui ne va pas, d'une façon que le garçon ne peut exprimer avec des mots. Le mot sur lequel il finit par s'arrêter est incompréhensible. La terreur qui s'abat sur lui ne ressemble à rien de ce qu'il a vécu de toute sa vie. Il est 2 heures du matin. Rien ne justifie la présence d'une personne dans cette clairière. Il se retourne et il court droit à travers les arbres jusqu'à ce qu'il atteigne un chemin de terre. Il s'y engage et la voiture de sa sœur arrive avec une voiture de police derrière elle. Il l'avait cherchée pendant 3 heures. Alors, qui se tenait dans cette clairière? Mais cette histoire ne parle pas vraiment de cet homme. Presque tout ce qui comptait est arrivé avant qu'il n'apparaisse. Il mentionne 2 éléments qui ne sont pas propres au monde extérieur. Un silence si complet que ses propres pas ne faisaient aucun bruit et un ciel sans aucune étoile. Aucune de ces descriptions ne décrit une forêt. Toutes 2 décrivent une personne. C'est documenté. Les policiers impliqués dans des fusillades déclarent souvent qu'ils n'ont pas entendu leur propre arme tirée. Sous le stress, le cerveau cesse de donner la priorité au son. La même chose se produit avec la vue. L'attention se resserre et la vision périphérique disparaît. Donc, au moment où il est arrivé à cette clairière, il est possible que son audition se soit interrompue et que sa vision se soit rétrécie. Et puis il y avait cet homme et il n'arrivait pas à déchiffrer son visage. Alors il s'est enfui. Il a atteint un chemin de terre et s'est effondré dessus, puis une voiture l'a repéré avec un policier au volant. Parce qu'à ce moment-là, il avait disparu depuis 3 heures. Et il n'a jamais su si la pire chose dans ces bois cette nuit-là était l'homme debout dans la clairière ou celui qui y est entré. Il n'est jamais retourné dans cette ville et il dit qu'il n'a pas l'intention de le faire. Numéro 9. Une famille tient une boutique d'antiquités et déballe dans un nouveau local. Un fils trouve une vieille planche de Ouija dans une boîte provenant d'une vente de succession. Ils en plaisantent et la jettent. Ça aurait dû être la fin de, mais ça ne l'était pas. La planche réapparaît lors du déballage de la nouvelle boutique. Il était inclus dans une vente de succession achetée par sa mère. Elle explique qu'une collègue avait joué avec elle une fois pour la taquiner, puis l'avait glissé dans ses affaires comme une dernière blague. Ils en rient et le jettent sur le tas d'ordures. Quelques mois plus tard, il travaille à la réception quand elle descend une boîte d'antiquités du grenier pour les étiqueter. Il la parcourt en ensemble et au fond de la boîte se trouve la planche Ouija, le même boîtier en carton avec la planchette en dessous. Il reconnaît les mêmes déchirures et bosses. Ils se regardent fixement, ils se disputent à ce sujet et ils le jettent à nouveau. Puis que la semaine dernière, il débarrasse le magasin des objets endommagés. Il porte une boîte à l'arrière. Lorsqu'il entend sa mère crier, il pose la boîte et va la rejoindre. Le mur du fond est tapissé d'étagères. Elles sont restées des années cachées derrière des portants et des boîtes empilées. Maintenant que les boîtes ont été déplacées, les étagères sont visibles. La plupart d'entre elles sont encombrées de bibelots. Et rien que sur l'étagère du bas, centrée face à la pièce,
se trouve la boîte du Ouija. Les mêmes coins déchirés, les mêmes côtés rayés. C'est exactement le même. Alors, comment est-ce qu'il est retourné sur l'étagère? La réponse la plus simple, ce n'est pas un fantôme, c'est leur activité. C'est une famille qui vit du rachat de succession. C'est ce qu'ils font. Ils achètent en gros, dans des cartons, tout le contenu des maisons de personnes décédées et transportent le tout dans un bâtiment déjà rempli d'affaires d'autres gens accumulés pendant des décennies. Les planches Ouija sont produites en masse, des millions ont été vendus. C'est un objet très courant dans les greniers américains et elles venaient toutes des mêmes usines, dans les mêmes boîtes. Elles subissent les mêmes dégâts, restant dans ces greniers humides pendant 50 ans. Donc, il semble tout à fait probable qu'une famille travaillant dans le commerce des antiquités tombe sur 3 planches similaires au fil des années. Une part de lui veut croire qu'il s'agit de boîtes différentes, mais il l'a manipulée 3 fois et il dit qu'il connaît les déchirures et les bosses. Ils l'ont jetée 2 fois et la 3e fois. Elle était posée seule sur une étagère du bas, murée derrière des cartons depuis des années. Placée au centre, face à la pièce, il sait exactement comment ça sonne et il affirme toujours que c'était la même planche. Numéro 8. 2 amis trouvent une complexe touristique abandonnée à quelques pas de chez eux. En explorant l'intérieur, ils trouvent un vieux bout de papier. Liste des hommes morts lors de la construction de l'endroit. Quelques semaines plus tard, ils y retournent la nuit avec une caméra. Voici ce qu'ils ont entendu en entrant pour la première fois en plein jour. Le plafond s'est effondré par endroits. Le bâtiment est vieux et il est fini. Et c'est là qu'ils ont trouvé la liste, une longue liste. Dix, peut-être 15, étaient morts en construisant l'endroit. Quelques semaines plus tard, les 2 y sont retournés la nuit pour photographier le ciel au-dessus du complexe. Lorsqu'ils arrivent, tout est normal. Puis, de l'intérieur du bâtiment, ils entendent des objets tomber et le Redditor veut que vous compreniez pourquoi ce n'est pas rien. Si quelque chose s'y était trouvé, ce serait parti avant qu'il ne s'approche. Il jouait de la musique. Il n'y a pas de bêtes sauvages ici. C'est une zone rurale et il n'y a personne aux alentours, dit-il. Il n'y a pratiquement aucune chance que quelqu'un ait dormi là-dedans. En pleine pause longue avec la station dans le cadre, ils entendent du verre se briser. Et il ne reste presque plus de verre dans le bâtiment à casser. Ils terminent la photographie puis ils se sont enfuis. Alors, qu'est-ce qui se déplaçait à l'intérieur de ce complexe? Voici une histoire accompagnée de ses propres preuves, et pourtant presque personne ne les remarque. Parce que ce n'est pas le genre de preuve que quelqu'un recherche. Ils ont trouvé une liste des morts, pas une rumeur, pas une légende, mais une véritable feuille de papier dans un bâtiment abandonné, listant les hommes tués pendant sa construction. Et puis ces 2 hommes ont marché à l'intérieur, avec cette idée en tête. Ça compte, car tout ce qui s'est passé après concernait 2 personnes sachant déjà que l'immeuble avait tué des gens. Maintenant, les bâtiments qui s'effondrent font constamment du bruit, les structures abandonnées perdent des matériaux quotidiennement, et si personne ne l'entend, c'est qu'il n'y a personne. Des objets qui tombent et se cassent dans une station balnéaire abandonnée, c'est tout à fait ordinaire. Parce que, explique-t-il, il n'y avait plus rien à casser. Mais aucun d'eux n'avait fait l'inventaire des cadres de fenêtres d'une station en ruine dans le noir. Ils ont terminé la prise de vue puis sont partis. Il ne dit pas que la photo montre quoi que ce soit. Il n'a jamais dit que c'était le cas. Il dit seulement que, quoi qu'ils aient entendu à l'intérieur de ce bâtiment, c'était du verre qu'on brisait à un endroit où il n'y avait déjà plus de vitres, et qu'il n'a pas bien dormi cette nuit-là. Quelque chose que la plupart des gens ici ignorent à mon sujet. Je ne fais pas que raconter des histoires, je fais aussi de la musique. Mon album Sawiskara est désormais disponible partout en streaming. Le lien est en description si vous voulez aller l'écouter. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, @DylanIsChillinYT avec des tirets bas à la place des espaces, sur X, @YT_YTChills et sur TikTok, @chills. Numéro 7. C'est un nouvel appartement et dans le coin du salon, il y a un coffre militaire rapporté du Vietnam. 2 hommes décident de l'ouvrir et de fouiller ce qu'il y a à l'intérieur. 2 heures plus tard, ils sont debout dans le couloir. Voici pourquoi sa mère lui a toujours dit que son grand-père était mort à la guerre. C'est son propre père qui a fini par lui dire la vérité. Il était rentré chez lui, puis il s'est donné la mort. Sa mère n'a jamais voulu de la malle, dit-elle, ayant toujours ressenti un malaise à l'idée de l'avoir chez elle. Elle lui a dit de le jeter, mais il a insisté pour le garder, et il l'a mis dans le salon et a posé la télévision dessus.
Quelque temps plus tard, il prend un colocataire et un soir, il lui raconte l'histoire du grand-père et de la malle. Le colocataire demande s'ils peuvent regarder à l'intérieur. Ils la fouillent ensemble et comprennent comment c'est arrivé. Il avait reçu des lettres de coopératives de crédit au sujet d'une fraude à la carte de crédit. 2 heures après leur coucher, il est réveillé par la sirène d'une ambulance, pas une sirène lointaine. D'après lui, ça lui vrillait les oreilles comme le fait une alarme incendie industrielle. Il se couvre les oreilles, il sort du lit et il va dans le couloir. Et son colocataire est déjà là, en train de faire exactement la même chose. Et au moment où il se voit, la sirène s'arrête. Il regarde dehors et il n'y a pas d'ambulance. Et voici ce qui rend l'histoire différente. Il travaille comme opérateur au centre d'appel d'urgence. Alors, le lendemain au travail, il demande à l'équipe de nuit si des secours ont été envoyés dans sa résidence et si une alarme s'est déclenchée dans ce bâtiment. Rien n'avait été envoyé et les journaux d'appel de cette nuit le confirment. Alors, qu'est-ce qui les a réveillés? Qu'est-ce qui pourrait bien faire ce bruit? Il avait la preuve qu'aucune ambulance n'était venue, il est entré et a demandé à ceux qui auraient dû l'envoyer. Et ensuite, il a vérifié les registres. Il n'y avait aucune intervention et aucune alerte. Rappelez-vous, il travaille à la régulation des urgences. Rien n'a été enregistré parce que, pour le système, rien ne s'est passé. Nous avons donc 2 hommes dans des pièces séparées, réveillés au même moment par un bruit que tous deux décrivent comme physiquement douloureux. Les 2 sont sortis dans le couloir en se couvrant les oreilles, et le bruit s'est arrêté au moment même où ils se sont vus. Maintenant, il y a un véritable phénomène ici. Cela s'appelle le syndrome de la tête qui explose. Une personne sur le point de s'endormir entend un bruit énorme et très réaliste sans aucune source extérieure. C'est inoffensif et ce n'est pas rare. C'est une bonne réponse pour un homme, c'est une bien pire réponse pour 2. Rien n'a été envoyé à cette adresse et aucune alarme n'a été enregistrée dans ce bâtiment. Et les 2 hommes, qui se tenaient dans un couloir à 2 heures du matin, les mains plaquées sur les oreilles, n'ont jamais eu personne pour les croire depuis, si ce n'est l'un l'autre. Numéro 6, c'est l'heure de fermeture dans un manoir vieux de 400 ans dans le Yorkshire de l'Ouest. Un gardien fait le tour des pièces, s'assurant qu'il ne reste aucun visiteur à l'intérieur, et il sent quelque chose en train de cuire. Cela provient d'une cuisine inutilisée depuis des décennies. Voici ce qui s'est passé ensuite. Cette histoire est celle de son grand-oncle. Il fait sa tournée avant de fermer, en vérifiant qu'aucun visiteur ne reste dans le bâtiment. Tout le monde est rentré chez soi, sauf la réceptionniste, et il remarque une odeur de caramel, de toffee, quelque chose est en train de cuire. Cela vient de la cuisine, qui est vide, inutilisée et l'est depuis très longtemps. Alors il va chercher le réceptionniste, elle se lève et le suit jusqu'à la cuisine, et elle dit qu'elle sent l'odeur du bacon. Il vérifie s'il reste quelque chose d'oublié, mais il n'y a rien. Il ferme le bâtiment à clé et rentre chez eux, et tous 2 sont complètement perturbés. La deuxième histoire est celle de sa sœur. Elle y travaillait depuis quelques semaines. Elle vérifie les niveaux de lumière et ferme les stores pour que la collection ne soit pas endommagée. Un collègue entre et ils commencent à discuter. Ils se font face. Par-dessus l'épaule de son collègue, elle aperçoit une embrasure de porte. Et pendant qu'il parle, elle voit un éclair de lumière. Et puis, une femme en robe passe devant la porte. Elle se renseigne ensuite et on lui dit que cette silhouette est la dame de la maison qui a été tuée par son mari et que la pièce est connue du personnel comme la chambre de la dame grise. Et le réditeur qui nous raconte tout cela conclut en défiant quiconque en doute d'aller vérifier l'endroit. Qui cuisine dans une cuisine vide? Cette histoire est inhabituelle pour une raison. Parce que vous pouvez la vérifier. Cela s'est produit dans un manoir classé du 17e siècle dans le West Yorkshire qui est ouvert au public, ce qui facilite la vérification des affirmations, mais cela fonctionne dans les 2 sens. Chaque événement étrange est absorbé dans la même histoire. Les visiteurs peuvent interpréter ce qu'ils voient selon ce qu'on leur a déjà dit. Les odeurs inexpliquées, cependant, sont plus difficiles à écarter parce que 2 personnes se trouvaient dans la même cuisine inutilisée au même moment et ont rapporté 2 odeurs différentes. Il a senti
senti le caramel, elle a senti le bacon. Ce n'est pas ce que fait la suggestion. S'ils étaient tous les deux conditionnés, on penserait qu'ils seraient d'accord. Au lieu de cela, il est allé la chercher spécifiquement pour confirmer ce qu'il pouvait sentir, et elle est entrée et a senti quelque chose de différent. La cuisine n'avait pas été utilisée depuis très longtemps. Ils ont cherché une source et ils n'en ont pas trouvé. Ils ont verrouillé le bâtiment puis sont rentrés chez eux. Le manoir est toujours là. Vous pouvez le visiter. Et personne n'a jamais expliqué l'odeur. Numéro 5. Il est tôt le matin et la lumière est encore douce et bleutée. Deux adolescents de 14 ans photographient des rues désertes et tournent au coin d'une rue. L'une des maisons est en feu. Elle ne fume pas, elle ne couvre pas. Toute la maison brûle d'un coup. Ils le voient tous les deux. Ils ressentent tous les deux la chaleur et ils entendent tous les deux ce bruit. Ce bruit énorme et impossible à confondre qu'un grand feu produit. Alors, ils paniquent, ils appellent les pompiers et ils donnent l'emplacement ainsi que les détails. Et puis, à 14 ans, effrayés et convaincus que rester près d'une maison en feu ne leur apportera que des ennuis, ils s'enfuient. Le lendemain, ils reviennent pour voir les dégâts et la maison est intacte. Il n'y a pas de feu, il n'y a pas de dégâts, rien n'a été touché. Ils restent là à se disputer à ce sujet pendant 15 minutes, puis ils frappent à la porte. Une femme d'âge moyen ouvre la porte et elle n'est pas du tout amusée car, en ce qui la concerne, deux adolescents lui font une blague. Ils ont eu de gros ennuis pour avoir fait perdre du temps aux pompiers, mais tous les deux restent certains de ce qu'ils ont vu. Alors qu'ont vu ces deux garçons? Qu'un garçon voit un feu qui n'est pas là, c'est simple. Une lumière intense à un angle bas, se reflétant sur le verre, c'est exactement ainsi que l'esprit imagine des flammes là où il n'y en a pas, mais ils l'ont tous les deux vu. Ils ne l'ont pas seulement vu, ils ont aussi ressenti la chaleur et l'ont entendu. C'est ce qui distingue cela d'une simple illusion d'optique. Une mauvaise perception touche souvent un seul sens. Il parle de trois perceptions identiques partagées simultanément par deux personnes, avec une telle certitude que les deux ont appelé les services d'urgence et donné une adresse. Personne ne passe cet appel à moins d'être certain, et c'est ce qu'on oublie souvent. Ils ont été punis pour cela, réprimandés par un propriétaire furieux, et ils n'ont jamais modifié leur histoire. Il n'y avait aucune récompense à la clé. Il n'y en a toujours pas. Officiellement, aucun incendie n'a jamais été enregistré dans cette rue, mais les deux garçons en ont vu un, en ont entendu un, ont ressenti sa chaleur et ont eu des ennuis à cause de ça. Ils ont tous deux passé les années suivantes à savoir exactement ce qu'ils ont vu et à savoir très bien à quel point leur récit peut sembler incroyable. Numéro 4. C'est le milieu de la nuit dans une maison familiale. Un garçon dans sa chambre entend des pas juste au-dessus de lui, dans le grenier, et ils deviennent de plus en plus forts. Ça a continué pendant 2 mois. Ça commence discrètement, des tapotements, des petits pas juste au-dessus de sa tête. L'escalier du grenier se trouve à seulement 1,5 mètre de la porte de sa chambre. Et au cours des 2 mois suivants, presque chaque nuit, ça devient plus fort. Ça en arrive au point où ça ne ressemble plus à des coups. On dirait vraiment qu'un pied appuie sur le bois au-dessus de sa tête, lentement et délibérément. 3 fois, un bruit sourd retentit. Quelque chose frappe le toit si fort que son cœur saute un battement. Il dit à son père, et son père lui dit que c'est probablement un animal qui est entré, mais sa sœur l'entend aussi. Sa chambre est reliée au même couloir. Et puis, après 2 ou 3 mois, ça s'arrête et ce n'est jamais revenu. Alors qu'est-ce qui se promenait là-haut? Son père lui a donné la réponse habituelle, et c'est une réponse probable. Les animaux pénètrent dans les greniers, ratons laveurs, écureuils, rats. C'est l'un des appels les plus fréquents que reçoit une entreprise de lutte anti-parasitaire. Et un écureuil sur une poutre au-dessus de votre tête à 2 heures du matin fait un bruit énorme. Et plus tard, ça s'est arrêté. C'est ce que font les animaux. Ils s'en vont ou quelqu'un bouche le trou. Pourquoi est-ce l'histoire la plus plébiscitée de ce fil de discussion? À cause de la progression, ça n'est pas resté pareil. Ça commence par des tapotements, et en 2 mois, c'est devenu quelque chose qu'il décrit comme le bruit distinct d'un pied qui appuie sur le bois. Les animaux n'ont pas ce poids. Et à 3 reprises, quelque chose a frappé fort sur le toit. Sa sœur l'a entendu aussi, depuis sa propre chambre au bout du même couloir. 2 enfants, 2 chambres, 2 mois. Son père avait sans doute raison, c'est la réponse honnête. Et le garçon lui-même l'accepte à moitié. Personne n'est monté là-haut sans revenir bredouille. Et ça n'est jamais revenu. Numéro 3.
C'est un après-midi ordinaire sur le campus. Un étudiant entend quelqu'un tambouriner à une fenêtre pour demander de l'aide. Tout le monde passe à côté, sauf un utilisateur de Reddit. C'est la seule qui s'arrête. Ce qui se passe ensuite laisse même le service de sécurité du campus sans réponse. Elle va en cours en sortant du réfectoire quand elle l'entend. Une femme, quelque part, crie à l'aide. Ça vient de l'un des vieux bâtiments. Quelqu'un frappe contre la vitre et voici la première chose qui semble étrange. La passerelle est animée. Il y a des gens partout et chacun d'entre eux continue de marcher. Cette étudiante est la seule à tourner la tête. Alors elle s'approche et la femme lui dit qu'elle est enfermée dans une pièce à l'intérieur et qu'elle a besoin qu'elle entre dans le bâtiment pour ouvrir la porte. Comprenez bien ce qui est réellement demandé ici. C'est un campus très ancien rempli de bâtiments historiques que personne n'utilise vraiment et celui-ci en fait partie. L'étudiant n'y a jamais mis les pieds. Elle ne connaît pas la disposition des lieux, elle n'a aucune idée dans quelle pièce se trouve la femme, ni même comment elle commencerait à la trouver. On lui demande d'entrer seule dans un bâtiment qu'elle ne connaît pas. Elle sort son téléphone, appelle la sécurité du campus et la femme panique à ce moment-là. Ne les appelle pas. Entre et fais-moi sortir toi-même. Mais elle appelle quand même. Et quand elle entend les policiers, elle s'éloigne de la fenêtre pendant environ 15 secondes juste pour leur faire signe. Quand elle revient, la fenêtre est vide. La sécurité fouille le bâtiment et ne trouve aucune trace d'elle. Ils repartent en pensant qu'elle leur a fait perdre leur temps. Lorsqu'elle explique à son professeur la raison de son retard, elle voit bien qu'il ne la croit pas non plus. Alors, qui était la femme à la fenêtre? Si elle était vraiment piégée, pourquoi refuser la sécurité du campus? C'est là que l'histoire cesse d'avoir du sens. Une personne vraiment enfermée voudrait voir arriver ceux qui ont les clés, mais cette femme ne le voulait pas. Elle voulait l'utilisatrice de Reddit, un étudiant sur cette passerelle, sans clé, sans radio et sans connaissance du bâtiment pour qu'il entre et essaie de la trouver seule. Lorsque de l'aide réelle a été appelée, elle a essayé de l'arrêter. La redditrice elle-même dit que la zone avait un taux de criminalité élevé et qu'elle pense qu'il s'agissait très probablement d'une tentative de vol. C'est l'explication la plus simple et c'est probablement la bonne. Cependant, cela n'explique pas comment elle s'est éloignée de cette fenêtre en 15 secondes. Cela explique donc pourquoi elle ne voulait pas impliquer la sécurité. La personne à cette fenêtre n'a jamais été retrouvée. Et l'étudiante qui a appelé à l'aide au lieu d'entrée s'est fait dire qu'elle avait tout imaginé. Elle n'a jamais prétendu savoir qui était cette femme. Elle a simplement toujours affirmé qu'elle était là. Numéro 2. Un petit enfant est couché pour la sieste comme chaque jour. Sa mère ferme la porte de la chambre et au moment où elle le fait, quelque chose surgit au bout du lit. Ça fait un petit bond et puis ça reste là à attendre. Ça arrive tous les jours. Dès que sa mère quitte la pièce, un homme ombre surgit au bout du lit. Après qu'il ait fait son petit saut, il reste juste là, comme s'il l'avait attendu. Il n'a pas de visage, aucun trait, rien du tout. C'est juste la silhouette d'un homme, plate et opaque, une sorte de brun gris, et il la fixe. Au début, elle appelle frénétiquement sa mère, mais sa mère ne vient jamais. Avec le temps, elle s'y habitue, même si elle ne s'y sent jamais bien, et elle ne s'endort jamais une seule fois tant qu'il est dans la pièce. Il ne lui fait jamais de mal. Il ne remarque même jamais sa présence, à part en la fixant du regard, mais parfois, il fait un signe de la main, comme s'il disait au revoir à quelque chose de l'autre côté de son lit. Et parfois, il y en a deux. Parfois, les deux sont du même côté, mais parfois ils sont de part et d'autre. Ils sont presque identiques et pourtant différents. Ils ne semblent jamais se remarquer, seulement elle, sauf quand ils sont de part et d'autre, alors ils se regardent aussi bien qu'ils la regardent. Elle a arrêté de faire la sieste et elle a cessé de les voir, mais elle habite encore cette maison. Alors, qu'est-ce qui se tenait au bout de ce lit? C'est une petite fille seule dans une chambre en plein milieu de la journée à qui on dit de dormir alors qu'elle n'est pas fatiguée. C'est l'un des moyens les plus fiables qui existent pour produire exactement cela. Image hypnagogique.
les images créées par le cerveau à l'endormissement, vives, convaincantes et totalement réelles pour la personne qui les vit. C'est là que vit la silhouette de l'ombre, et c'est pourquoi elle est si semblable partout dans le monde. Elle a clairement entendu tout cela. Elle dit que des utilisateurs de Reddit ont proposé diverses explications des faits à la paralysie du sommeil. Alors retirez tout le reste et il ne reste qu'un seul détail. Il a fait un signe de la main, mais pas à elle, à quelque chose de l'autre côté de son lit. Ce n'est pas la silhouette d'ombre de la littérature. La silhouette d'ombre dans la littérature fixe se dresse, s'approche et terrifie. Elle ne se tient pas au pied du lit d'un enfant en faisant un petit saut puis en faisant un signe de la main pour dire au revoir poliment. Elle n'a jamais pu expliquer ce qu'elles étaient et elle n'essaie pas vraiment. Elle dit seulement qu'elle vit toujours dans la même maison et qu'elle sait qu'elles sont toujours là. Numéro 1. C'est une propriété de 2 acres avec beaucoup d'arbres et une famille qui coupe son propre bois de chauffage. Près de la maison, il y a une souche d'arbres de moins de 30 cm de haut et un enfant de 8 ans voit quelqu'un debout dessus une fois par jour, sans faute. Pendant 2 ans, il grandit sur cette propriété de 2 acres avec plein d'arbres et assez d'espace pour qu'il court partout. La maison est chauffée par une cheminée à bois. Parfois, la famille abat un de ces arbres pour économiser sur le bois de chauffage. C'est comme ça que la souche s'est retrouvée là, moins de 30 cm de haut, près de la maison. Et pendant environ 2 ans, au moins une fois par jour, sans faute, il voit quelqu'un debout dessus. D'habitude, il l'aperçoit du coin de l'œil, mais 1 ou 2 fois, il le regarde directement. Et à chaque fois, il détourne vite le regard parce que ça le surprend, et quand il regarde de nouveau, l'homme a disparu. Il n'en parle jamais sur le moment. Des années plus tard, sa sœur lui dit qu'elle a vu exactement la même chose. Alors, qui se tenait sur la souche? Tout dans cette histoire semble pouvoir être expliqué et il ne semble pas s'en rendre compte. Un enfant, un jardin, quelque chose à la limite du champ de vision, et une forme qui disparaît au moment où on la regarde vraiment, c'est la description type de la façon dont le cerveau se trompe. La vision périphérique est rapide et grossière, et elle est fortement biaisée pour repérer les gens, parce que pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, le coût de ne pas repérer un homme debout parmi les arbres était très élevé. C'est pourquoi un poteau, un cône sur une clôture, une ombre se transformera en une personne à la périphérie de votre regard, puis disparaîtra la seconde où vous tournerez la tête. Et ici, cela s'est produit avec une souche. Un objet isolé à un endroit où il passe chaque jour depuis 2 ans. Sauf que 2 fois, il dit qu'il l'a regardé directement. Et encore plus important, c'est que sa sœur l'a vu aussi. Mais il n'en est jamais rien ressorti. Personne n'a été blessé. Rien n'a jamais bougé. Il y avait une souche près de la maison pendant environ 2 ans, et un homme se tenait dessus au moins une fois par jour, et 2 enfants de la même famille le regardaient faire. C'est toute l'histoire et c'est exactement pour cela que personne n'y croit. Voilà toutes les histoires de cet épisode. Si l'une de ces histoires vous a marqué, le prochain épisode apparaît sur votre écran. Cliquez dessus avant de partir. Merci d'avoir écouté le podcast de Chill. Même voix, cauchemar différent. On se retrouve au prochain épisode.